En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan, le chef du FPI, a été investi hier samedi candidat à la présidentielle du 25 octobre prochain. Il entend battre le président Alassane Ouattara dans les urnes. En Ouganda, quelques 200 militants ont défilé samedi à Entebbe lors d'une gay pride pour fêter l'abandon il y a un an d'une loi criminalisant l'homosexualité. Et puis en RDC, les acteurs du football veulent mettre fin à la violence dans les stades. Ils ont pris part à une rencontre organisée à Kinshasa pour définir les stratégies afin de mettre fin à ce fléau des stades. Plus de 24 heures après que les forces armées maliennes et étrangères aient réussi à déloger le commando armé qui retenait des otages dans un hôtel à Sévaré, une ville située à plus de 620 km de Bamako, le calme y est revenu. Mais si la vie semble reprendre peu à peu son cours normal à Sévaré, beaucoup ont encore la peur au ventre dans la capitale, à Bamako. Franchement, dans ce pays, nous avons peur. Malgré la signature de l'accord, nous avons peur car le pays est très instable. Il y a des attaques partout. Cela peut même arriver demain ici à Bamako, à Sikasso, voire même à Kaï. C'est tout le sud qui est menacé et pour toutes ces raisons, nous avons très peur. Il faudrait que nos dirigeants soient plus rigoureux dans la gestion du problème et il en est de même pour notre armée. Je le répète, on a très peur. Ce qui peut arriver au nord aujourd'hui peut aussi arriver à Bamako. Ni la population ni l'armée ne sont épargnés par ces attaques répétées. Tous les jours, il y a des attaques. Nous ne voyons que l'armée comme solution à tout cela. Cependant, nous restons très inquiets, vu que nos militaires se font tuer pour des choses dont on ne connaît même pas finalement la cause. Franchement, nous les citoyens, nous ne savons même plus sur quelle oreille dormir avec tout ce qui se passe. La prise d'otages n'a toujours pas été revendiquée. Le bilan fait état de 12 personnes tuées, dont 5 membres des forces armées maliennes. On enregistre également parmi les victimes 5 agents travaillant pour les Nations Unies. C'est le nouveau leader du Front populaire ivoirien. Accueilli dans la liesse par ses militants, le président du FPI est officiellement investi candidat pour la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Une occasion pour l'homme de faire découvrir à ses partisans les ambitions qu'il nourrit en tant que candidat. Je suis candidat pour gagner. Et nous allons gagner. J'ai l'expérience nécessaire. J'ai les capacités requises. J'ai la volonté pleine et entière de relever avec les Ivoiriens les défis qui se posent aujourd'hui à notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai répondu favorablement à l'appel de mes camarades de défendre les couleurs du parti à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Défendre les couleurs de son parti, mais aussi et surtout remporter la victoire face à Alassane Ouattara, qui, selon le candidat du Front populaire ivoirien, a manqué à ses obligations vis-à-vis du peuple ivoirien. Nous ambitionnons de battre M. Ouattara. Il n'a pas réalisé la réconciliation nationale. Il n'a pas restauré le progrès social. Tous les Ivoiriens se plaignent. Il n'a pas fait la paix. En définitive, son bilan est négatif à tout point de vue. À telle enseigne que dans son propre camp, il y a de nombreuses insatisfactions. Les éléments armés qui l'ont accompagné dans cette aventure de la rébellion armée sont globalement insatisfaits. Les élections en Côte d'Ivoire sont prévues pour le 25 octobre prochain. Elles seront cruciales pour la stabilisation de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale qui y a sévi entre 2010 et 2011. La crise politico-militaire fut un véritable épilogue sanglant pour la Côte d'Ivoire. Elle avait fait plus de 3000 morts et poussé bon nombre d'Ivoiriens à se réfugier dans les pays voisins. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées samedi à Entebbe, à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale Kampala, sur les bords du lac Victoria.
Ils arboraient drapeaux, cravates et autres parapluies arc-en-ciel, les couleurs symboliques de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle. Cette Gay Pride est venue clôturer une semaine d'action, notamment une journée de la conscience transgenre ou encore un concours de beauté où 200 candidats s'étaient affrontés. Je pense que la Gay Pride est importante pour nous en tant que communauté, surtout pour les personnes qui ont honte d'être homosexuelles, qui se sentent rejetées. C'est la seule fois où ils se rassemblent tous ensemble et se sentent fiers de s'afficher. Que ce soit les homosexuels, les gens du même sexe, les gens conformes au genre, ils se rassemblent tous et une fois par an pour célébrer la diversité des êtres humains. Ce rassemblement était également une occasion pour fêter l'abandon il y a un an d'une loi criminalisant l'homosexualité, une loi jugée abominable par des associations des droits de l'homme, mais populaire auprès de nombreux Ougandais. Ce texte prévoyait la prison à vie pour tout individu dont l'homosexualité était démontrée, mais il a été rejeté par la Cour constitutionnelle 6 mois après son entrée en vigueur. L'homosexualité demeure cependant un crime en Ouganda, punissable de plusieurs années de prison, mais les Ougandais ne sont plus contraints, sous peine de sanctions, de dénoncer les homosexuels aux autorités. Je suis noir et fier de l'être. Cette expression semble révolue chez les Africains et Africaines du XXIe siècle. Copier l'Occident sous toute sa forme, y compris celle de la couleur, reste le souci majeur et les moyens colossaux sont engagés pour cette fin. La dépigmentation est un problème de santé publique et les acteurs tirent la sonnette d'alarme. Il y a plusieurs études qui ont été menées au Bénin sur des populations cibles et la pratique de la dépigmentation s'étend de 25 à 77% dans ces populations cibles. Donc le Bénin est vraiment touché par la dépigmentation et par tous les problèmes sur la santé que cette pratique entraîne. On a décidé de lutter contre ce fléau parce que aujourd'hui on s'est aperçu que c'est devenu un fléau mondial. Et au Bénin, en fait, ça prend de plus en plus d'ampleur. On nous a interpellés, par exemple, par rapport aux étudiants ou aux élèves qui commencent à se dépigmenter très très tôt. En Côte d'Ivoire, des mesures sont prises pour interdire l'utilisation des produits qui contribuent à la dépigmentation. Comme ce pays, le Bénin est frappé par le phénomène. Plusieurs raisons. En fait, la raison principale, c'est surtout qu'elles ont envie d'être belles. Elles ont envie de se faire belles pour les femmes et pour les hommes aussi, je pense. Et aussi, en fait, il y a des spécialistes qui pensent que ça vient de la période précoloniale, en fait. L'hydroquinone est un agent éclaircissant qui, au-delà de 2%, a un effet décapant et dangereux. Mais les adolescents et dans une moindre mesure, les adultes l'utilisent sur le continent pour des buts bien visés ou par ignorance dans certains cas. La dépigmentation a de graves conséquences sur la santé. Il y a des conséquences dermatologiques et aussi systémiques, c'est-à-dire générales. Donc les personnes qui se dépigmentent ont souvent des problèmes de peau qui sont graves, comme les infections cutanées, car la peau est diminuée et n'a plus les défenses nécessaires pour lutter contre les agents externes comme les bactéries, les champignons, etc. Et aussi les conséquences générales comme le diabète, l'hypertension, l'intoxication du nouveau-né chez les femmes qui sont enceintes et qui se dépigmentent, et les cancers de la peau. Des problèmes d'infertilité également et des cancers de la peau depuis quelques années qui ont été découverts également. Les crèmes et autres lotions dites de dépigmentation qui comportent notamment du mercure et ses dérivés, des corticoïdes, de la vitamine A ou encore de l'hydroquinone, au-delà du seuil de 2% sont nuisibles à la santé. Le vitiligo a des conséquences psychosociales importantes. Sa fréquence est de 1% et presque toutes les races en sont victimes. Responsables de la sécurité, autorités publiques, journalistes, encadreurs techniques, supporters, pour ne citer que ceux-là, ont pendant 2 jours analysé les causes de la violence dans les stades de la République démocratique du Congo. Les recommandations issues de ces assises ont été accouchées dans ce document baptisé Déclaration de Béatrice, nom du cadre qui a abrité le séminaire. Ces recommandations vont guider le sport congolais à tous les niveaux à partir du mois prochain. Au gouvernement de la République, construire des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux tels que fixés par la FIFA et la CAF en matière de sûreté et de sécurité en entendant réfectionner ceux existants en tenant les normes précitées. 2.
à la police nationale congolaise. Établir les dispositifs aux abords et dans les stades pour filtrer les entrées. Aux instances sportives. Publication des calendriers en intégralité dans les délais réglementaires en tenant compte des dates FIFA et CAF. Les participants ont par ailleurs recommandé à chaque club de football de se faire doter d'une structure interne d'encadrement des supporters pour bien éviter les violences au stade. Les manifestants ont chanté « Beya Viva », la baie est vivante. Voiliers, bateaux de pêche et embarcations de toutes sortes ont participé à l'opération démarrée dans la Marina da Gloria, un port voisin où les athlètes ont déjà commencé à se préparer pour la compétition sportive de 2016. Les JO sont prévus du 5 au 21 août 2016 et la qualité des eaux de Guanabara est la principale source d'inquiétude dans les préparatifs. Cela fait des décennies que nous avons trouvé les fonds nécessaires à la dépollution de la baie, mais elle est toujours très sale. Aucune plage de la baie de Guanabara n'a été dépolluée. La pêche artisanale et les dauphins, qui sont un des symboles de la baie de Rio, sont en voie d'extinction à cause du développement de l'industrie pétrolifère. Une grande partie des égouts des quartiers de Santa Teresa, de Catete et du centre sont déversés tous les jours dans la marina à des centaines de mètres à peine, d'où se dérouleront les Jeux olympiques. Sans surprise, les responsables locaux ont admis récemment qu'ils ne seraient pas en mesure de tenir leur promesse de traiter à 80% les eaux usées qui se jettent dans la baie. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, a promis que ces eaux polluées et pleines de déchets seraient propres d'ici à là. Penser aujourd'hui à nettoyer la baie pour les Jeux olympiques est tout simplement irréaliste. Ce que les autorités peuvent faire maintenant, c'est trouver une passoire pour retirer des ordures, mais nettoyer, dépolluer et offrir une qualité d'eau pour que les athlètes ne tombent pas malades, ça, nous n'en avons plus le temps. Les écologistes voient la préparation des Jeux olympiques comme l'unique opportunité de faire pression sur le gouvernement pour qu'il rende enfin efficace le programme de nettoyage lancé depuis 2 décennies avec de maigres résultats.